Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TM1. Nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de l'actu en débat, le magazine de la rédaction qui débat de l'actualité de la semaine. Diplomatie, le Sénégal et le Mali décidé à raffiner leur coopération. BAC 2023, nous allons parler du taux qui est en légère hausse et nous allons conclure notre débat par l'expulsion de l'ambassadeur de Suède au Mali. Quelles peuvent être les conséquences? Pour en débattre, nous recevons sur le plateau nos collègues. Nous avons M. Brahma Soulo, journaliste, correspondant de médias au Mali. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, M. Poliafi. Monsieur Habib Maïga, journaliste, directeur de publication du journal Azalaï Express. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Paul. Merci à vous deux d'avoir cette invitation de la télévision TM1. Tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, notre premier sujet, c'est le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a effectué ce lundi 12 août une visite d'amitié et de travail dans notre pays. Ce premier déplacement du chef du gouvernement sénégalais s'inscrivait dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays. Alors, première question, qu'est-ce que cela vous inspire d'abord, ce premier voyage en Ouest africain au Mali? Merci, c'est quand même dans une logique que le président de PASTEF, le Premier ministre sénégalais, a effectué son premier voyage ici au Mali. Comme vous le savez, le Sénégal quand même, avec Bassirou Diomaye Faye, a été mandaté par la CEDEAO pour peut-être voir la position du Mali, parce que le Mali quand même aujourd'hui est préside la présidence tournante, assure la présidence tournante de la Confédération de l'AES et partant de là, donc Bassirou Diomaye Faye, avant le sommet de la CEDEAO, lui était venu ici au Mali. Il avait exprimé lui aussi sa volonté de voir le Mali diriger les deux autres pays frères qui sont le Burkina et le Niger à rejoindre la CEDEAO. Donc c'est tout naturellement que moi je mets dans cette logique, c'est une logique de mission, peut-être parce qu'on ne dit pas tout haut, on dit visite d'amitié et de travail, mais le travail, c'est quel genre de travail? On va nous dire oui, il y a des raffermissements des relations séculaires, des relations diplomatiques, économiques pour le développement, mais en dessous, les non-dits pourraient être ce qu'on évoque, le retour de l'AES dans la CEDEAO. Voilà. Okay. Monsieur Maga, qu'est-ce que vous pensez de cette première sortie du Premier ministre sénégalais en termes maliennes? Ce que moi je retiens de cette visite, que je vais appeler une visite historique du Premier ministre contre le Sénégalais, chez nous, c'est qu'elle intervient dans un contexte particulier. Vous savez, avec la création de la Confédération de l'AES, les chefs d'État de la CEDEAO ont mandaté le président Diomaye Faye comme médiateur, l'un des médiateurs pour essayer de voir dans quelle mesure les pays de l'AES vont rester dans la CEDEAO, ou essayer qui revoient quand même un peu leur copie. Et la seconde chose, c'est que une semaine avant cette visite, il y a eu les événements malheureux de Tinzaouaten. Il y a eu la réaction de l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, qui a mis fin, qui a poussé les autorités maliennes à rompre contre leur, disons, si vous voulez, la coopération avec l'Ukraine. Alors, je ne dirais pas que le Premier ministre Sonko est venu à Bamako pour se justifier, mais c'est que l'opinion malienne, comme attendait beaucoup plus, c'est-à-dire des autorités sénégalaises, en termes c'est-à-dire de rupture de collaboration avec la Russie, ou bien en termes de condamnation, qui puisse condamner, disons, l'ambassadeur, l'Ukraine à travers son ambassadeur. Bon, il y a une certaine opinion qui pense que les autorités sénégalaises n'étaient pas... ils n'ont pas fait contre ce qu'ils devaient faire, mais pourtant, ils ont quand même interpellé l'ambassadeur ukrainien. Il leur a rappelé quand même à l'ordre que sur leur sol, vraiment, il y a des propos inamicaux avec un pays, surtout un pays comme le Mali, qui n'est pas vraiment tolérable chez eux. Je crois que le Premier ministre a rappelé tout ça. Mais sa visite, comme il l'a dit, ça rentre dans le cadre de la solidarité. Les autorités sénégalaises tiennent vraiment à témoigner aux autorités maliennes
toute leur solidarité par rapport aux événements qui sont passés, mais également, comme il l'a dit, c'est de voir autant que faire se peut. C'est vrai que tout ne serait pas dit au dehors, mais il a dit un entretien avec le président de la transition. Certainement, ils ont dû évoquer cette question-là, la situation de l'AES, de la CEDEAO. Justement, parlant de l'AES, la conférence de l'AES, Sonko, je le cite, a dit, c'est vrai qu'il reconnaît que les erreurs, il y a eu des erreurs du passé de la part de la CEDEAO, mais pour lui, il pense qu'il est temps de dépasser les divergences pour favoriser l'unité régionale. Alors, est-ce que vous ne voyez pas quelque part, il est en train de plaider, il montre toujours son côté panafricaniste. Est-ce que Sonko pensait réellement qu'aujourd'hui, avec la position des États de l'AES, vous pensez vraiment que cette médiation, bien ce cri de cœur du Premier ministre peut être entendu par les autorités? Bon, en tout cas, on le connaît depuis avant son accession au pouvoir. On sait que Sonko était quand même l'un des plus virulents panafricanistes qui défendait, qui critiquait cette CEDEAO à la solde de l'impérialisme. C'est Sonko qui, au Sénégal, c'est ça même qui a fait sa popularité parce qu'il a critiqué ouvertement la France avant nous, il a critiqué la CEDEAO avant nous. Et aujourd'hui, si ces mêmes Sonko voient que c'est vrai, il y a des réformes, comme l'a dit le président Diomaye Faye, il y a des réformes, il faut revoir du côté de la CEDEAO certains dysfonctionnements qui sont là, il faut corriger ces dysfonctionnements. Mais de là à sortir, parce que si les États se sont sortis, ont quitté cette organisation comme ça, on pouvait comprendre, mais sortir une organisation à 15 pour créer une autre organisation à 3, espérant et espérer que d'autres vont venir et rejoindre cette organisation embryonnaire, parce qu'aujourd'hui on dit, comme on le dit, cette alliance, il y a des volontés politiques de la part de ces 3 pays, de ces 3 dirigeants, mais ça reste quand même des organisations à la solde de ces 3 régimes. Et si ces 3 régimes passaient, quel serait le sort de cette organisation? Il y a ces questionnements, ces doutes-là qui habitent les gens, certains observateurs. Donc aujourd'hui, si Sonko vient dire que c'est vrai, vous pouvez créer ces organisations, mais tout en étant membre de la CEDEAO. Et c'est plausible. Moi, à mon humble avis, c'est quelque chose qui était faisable. On peut rester dans le cadre du développement, de la bonne gouvernance dans la CEDEAO et créer, comme on l'a fait avec le SILS, comme on l'a fait avec l'autorité de l'Iptako Gourma, créer cette organisation à but sécuritaire, parce qu'on sait quand même que l'un des objectifs de cette organisation de l'AES, c'est quand même de lutter contre le terrorisme dans les 3 pays. Et les autres questions viennent en complément. Donc, Sonko, ce qu'il a dit, moi, je m'inscris à ça. On ne doit pas sortir d'une organisation, parce que, comme on dit, même de sortir de cette organisation qui est la CEDEAO, c'est vrai, la CEDEAO a beaucoup de tard à dénoncer, mais on sait dans les non-dits aussi qu'on sait que, parce qu'on ne veut pas respecter certaines règles de cette organisation, qui sont parmi ces règles l'organisation des élections présidentielles. Monsieur Maïga, Sonko, c'est vrai, la CEDEAO a fauté, mais il encourage l'intégration sous-régionale. Oui, vous avez suivi comme le Premier ministre comme Sonko. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit. Il dit que sa casquette comme de panafricaniste, comme qu'il l'a jamais enlevé, et que parce qu'il est panafricaniste, et un panafricaniste pour lui doit toujours travailler, œuvrer à ce que l'unité africaine puisse se réaliser. Et c'est là qu'il pense que c'est pas un travail qui va être fait du jour au lendemain. Parlant de la CEDEAO, il dit qu'il a condamné. Effectivement, quand il était opposant, il était président du PASTEF, je crois que c'était au fond de sa cellule de prison à l'époque, qu'il avait dénoncé l'embargo contre le Mali, qu'il a trouvé vraiment comme inhumain pour un pays ami, et il regrette que ça soit contre son pays, que son pays ait participé à cela. Il dit que si ils étaient là à l'époque, ça ne allait pas se passer. Et il promet que, sous leur gouvernance, que de telles pratiques, tout ce qui pourrait déstabiliser contre un pays frère comme le Mali ne pourrait pas arriver. Mais cependant, ce qu'il dit, aujourd'hui, on est dans un nouveau contexte. C'est qu'avec la création de la Confédération de l'AES, des États de l'Alliance, des États du Sahel, non, là, il y a une nouvelle donne.
Et les gens avaient voulu à ce que le Sénégal, comme on appelle lui et Diomaye Faye, préconisaient, ils pensaient qu'ils allaient intégrer une organisation comme l'AIS, mais il dit non, ça n'a jamais été le cas, ils ne l'ont jamais dit. Ils l'ont jamais dit. C'est qu'eux, ils disaient, c'était avant qu'ils ne viennent aux affaires. Et puis c'était avant la création également de l'AES. Maintenant, avec la création de la Confédération, c'est une nouvelle donne qui est là. Et cette nouvelle donne voudrait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut prendre pas comme ça, il faut analyser quand même avec la tête froide. Mais lui, il pense qu'ils peuvent rester avec l'AES. Et que le Sénégal pourrait même avoir des avantages plutôt dans une coopération bilatérale, une coopération bilatérale, que ce soit une coopération multilatérale dans le cadre de forcément de la CEDEAO, mais que ce soit le Sénégal et le Mali qui puissent négocier les traités directement entre eux. Alors une question que je vais vous poser à vous deux, est-ce que vous pensez également que cette médiation, cette vision des autorités sénégalaises peut vraiment faire fléchir les trois États de l'AES? Oui, en fait, c'est comme l'a dit tout à l'heure mon cousin Bourama Solo, les autorités de l'AIS, c'est pas parce qu'ils voient à la CEDEAO, tout n'est pas mauvais au niveau de la CEDEAO. Il y a juste quelques aspects du traité qu'il faut revoir, notamment par rapport à la gouvernance et surtout par rapport à la réaction de l'organisation par rapport à certains événements qui se passent dans certains pays. C'est ce qu'on reproche à la CEDEAO. Maintenant, dire que des États de la Confédération, les États confédérés de l'AIS vont et revenir à la CEDEAO, non, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, mais seulement, je crois que comme ils l'ont dit, les portes de l'AES ne sont pas fermées, les portes ne sont pas fermées. Tout pays qui épouse les idéaux de l'AES peut les intégrer. Toujours est-il qu'il est également possible que la CEDEAO soit refondée avec des nouveaux textes et qu'il y ait carrément une fusion et que ces pays-là reviennent d'où ils n'ont jamais dû partir, quoi. Voilà. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je ne crois pas si tôt parce que quand même on a trois régimes qui ne veulent pas aller vers les élections, alors que revenir dans la CEDEAO voudrait dire aller vers les élections et laisser la place à un régime démocratiquement élu. Donc c'est tout tout ce qui les repose, c'est vraiment aller vers les élections. Parce que, comme vous les attendez, les trois régimes, surtout nous ici au Mali et au Burkina, on parle de la démocratie ne s'arrête pas à l'élection, aux élections présidentielles, aux élections. Donc, quand on a ces discours dans la bouche et qu'on ne sait pas quand est-ce que la transition au Mali prendra fin, on sait que le Burkina Faso, il y a 5 ans qu'on a accordé au président Ibé et que au Niger, on ne sait même pas, ils n'ont même pas commencé avec. Donc il y a un problème. Voilà, donc on sait, pour l'instant, on ne peut pas espérer le retour de l'AES dans la CEDEAO. On sait quand même qu'au Mali, on entend 4 ans, on entend 25 ans. Hein. Alors notre deuxième thème, c'est le baccalauréat. Les résultats ont été proclamés le 9 août. Et pour ces 3 dernières années, on a vu que le taux de réussite n'a pas atteint probablement les 30%. Et c'est une fille qui nous a vu la vedette avec la note de 17,50%. Alors, aujourd'hui, la question est de savoir, première nationale, c'est plus les sciences exactes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut vraiment être sciences exactes pour première nationale ou qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez d'abord du taux de cette année, M. Maïga? Oui, vous l'avez dit, la question de la première nationale, vous voyez, ça a enflammé comme dans les réseaux sociaux, ça continue encore de faire des débats. Les gens pensent qu'il faudrait peut-être essayer de revoir les critères de désignation de premier national et que ce soit par filière, qu'on ait un premier national pour les sciences exactes, qu'on ait un premier national pour les séries littéraires. Donc je pense que ça serait peut-être essayer d'équilibrer un peu les choses, mais lorsqu'on décide qu'elle soit voilà, parce que pour les gens il est plus simple d'avoir 20 sur 20 en mathématiques que d'avoir 20 en philosophie ou bien en dissertation. Donc ils pensent que vouloir mettre les littéraires et les scientifiques sur le même pied d'égalité, il y a une petite injustice à ce niveau-là, et que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Par rapport au taux,
Et ce qu'on a remarqué, c'est que le taux de cette année est légèrement en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Le taux de cette année, c'est 27,73 par rapport à l'année dernière qui était de 25,76, c'est ça, un truc comme ça. Et puis c'est comparé à celui de... Oui, bien sûr, il y en a bientôt sur la tout à l'heure. Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de ce taux-là, de 2024? Oui, le taux de cette année, moi je crois que s'il y a un léger mieux par rapport à l'année dernière, c'est toujours intéressant qu'on ait cette dynamique-là. Maintenant, ça reflète pas forcément le niveau des élèves, mais il y a des facteurs, qui peuvent expliquer ça. D'accord. Et sur le taux, qu'est-ce que cela vous dit? On vient directement avec un 27-23% pour 2020. Bon, forcément, le taux est faible, très faible d'ailleurs, quand on voudrait être un pays qui va compter sur ses enfants, parce que c'est quand même des dirigeants de demain. Et quand on voit ce taux de 27% au niveau national, c'est vraiment très faible. Il faudrait... Bon, moi, je m'attendais à un taux pire que ça, mais personnellement ça m'a un peu soulagé, mais quand même je trouve que de façon objective que le taux est très faible. Alors justement, parlant du taux, on va essayer de faire les statistiques. Pour cette année, on a 27,23. En 2023, on avait 25,73. En 2022, on avait 20,38 et 39,23% en 2021. Alors, si on regarde ce taux de façon croissante, on peut dire réellement que les autorités sont en train de tout faire, parce que dans le temps, quand il y avait des examens, c'était la fuite de sujets, c'était la fraude. On voit que, en tout cas, depuis un certain temps, les fuites sont rares, les épreuves ne fuitent pas trop. Est-ce qu'on peut dire que les autorités ont tout fait quand même pour pouvoir rendre les examens de fin d'année au Mali vraiment crédibles aux yeux de la communauté nationale et internationale? Monsieur Soulou? Oui, effectivement, parce que comme je dis, le taux est faible, mais pour l'argumenter, on a quand même, on peut préférer la qualité à la quantité. C'est tôt aussi, parce qu'on avait vu les élèves, les candidats se plaindre de durcissement de la surveillance, la dureté de la surveillance, tout. Et quand on voit que c'est 27% aujourd'hui, si c'est réellement c'est leur mérite, ce qui veut dire qu'on a quand même une bonne graine de 27%. Donc ça, c'est vraiment, ça peut nous soulager parce qu'on a vu quand même que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de fuite dans ces examens et que les choses se sont déroulées, les examens, les épreuves se sont déroulées vraiment à hauteur de souhait. Et quand on prend en compte ces bons déroulements, on peut aisément dire qu'on est soulagé parce que tous ces candidats déclarés admis au baccalauréat malien, que ce soit dans n'importe quelle série, ce sont des méritants et il faut les féliciter. Alors, est-ce que les autorités, selon vous, sont en train de vraiment tout faire pour assainir le secteur de l'éducation? Oui, justement, sur la question, je crois que les autorités maliennes sont à saluer. Ne serait-ce que pour l'organisation des examens. Vous savez, contrairement aux autres années qu'on a vu, les examens maliens s'est passé dans un désordre indescriptible. Les sujets, des personnes étrangères qui rentrent dans des centres d'examen, ils parviennent même à accéder à des salles d'examen. Les sujets se retrouvent comme du petit pain sur les réseaux sociaux, se retrouvent dans les téléphones des uns et des autres, à la veille des examens. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui appartiennent au passé. C'est en cela que j'ai dit qu'il faut saluer les autorités. Alors, l'autre chose pour laquelle il faut les saluer, c'est par exemple la surveillance. La surveillance de ces examens-là. Bon, c'est vrai que les résultats du bac, on a dit les résultats ont fuité, mais je crois que cela n'entache en rien la qualité du travail qui avait été fait en amont. Alors, le niveau des élèves, je crois que aujourd'hui, ça pose problème. On a un sérieux problème de niveau, au niveau de l'éducation fondamentale et du secondaire. Je crois qu'il y a un plateau de télévision qui s'était amusé à faire un micro-trottoir le jour de l'examen, mais le niveau des élèves en terminale qui ne peuvent pas articuler une ou deux phrases en français et qui sont dans une série littéraire et qui sont le jour de l'examen. Mais je ne pense pas qu'on puisse espérer grand chose de ces enfants-là. Mais toujours est-il qu'il y a, moi je crois que quelque part il y a un autre travail qu'il faudra faire sur le plan pédagogique et également la manière d'évaluation
des élèves. Je crois que, mais pour cette année, ce faible taux-là, cela reflète réellement le niveau réel de ce que nous avons comme pépinière pour l'avenir de ce pays-là. D'abord, vous avez déjà abordé la question. Alors, vous avez déjà donné une piste de solution. Selon vous, quels sont les défis qu'on doit relever au niveau de l'éducation nationale? Oui, justement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je crois qu'il faudrait essayer de voir le niveau pédagogique et également le niveau en termes d'évaluation. Ce qu'il faut, c'est qu'on a tellement expérimenté au niveau fondamental, ce que vous appelez l'approche par compétence, APC. Je crois que c'est un truc c'est une réforme qui avait été introduite au niveau de l'enseignement fondamental, qui fait que les élèves, on les encadre d'abord dans les langues nationales avant de les amener à apprendre le français. Ça les handicape. Ça les handicape, je crois. Je crois que soit qu'il faudrait avoir vraiment une réforme globale, une réforme vraiment sérieuse, un travail en profondeur pour essayer de corriger ça. La seconde chose, c'est que quand on vient à l'évaluation, par exemple, l'évaluation, avoir des critères d'évaluation nationale qui vaut pour tout le monde. Je crois que cela permet vraiment d'essayer de rehausser le niveau de l'éducation malienne, quoi. Alors, Soulo, quels sont les défis à relever dans le secteur de l'éducation? Bon, le défi, c'est pas, moi je crois, ça, c'est les salles de classe, on est en train de parler des candidats. Ce qui veut dire qu'en amont, il faut qu'on fasse l'évaluation de l'effort d'avoir des bons candidats. Des bons candidats préparés depuis la 7e année ou des bons candidats préparés depuis la 10e année. Parce que l'examen s'est fait en terminale dans le cycle malien, c'est 12e année, mais depuis une 10e année, il faut que les élèves sachent que les examens, les épreuves commencent là-bas et que par conséquence, on les forme, on les met toutes les compétences là-bas. Et là, il faut aussi avoir un corps professoral irréprochable. Parce qu'aujourd'hui, une chose est de peut-être critiquer le niveau des élèves, mais qu'en est-il du niveau des enseignants? Il y a beaucoup d'enseignants qui te disent dans les grands, qui te disent qu'ils sont des enseignants, mais eux-mêmes qui n'arrivent pas à t'articuler, à te positionner 2-3 bonnes phrases. Toi-même tu te dis, même ceux qui font anglais, quand vous vous amusez à causer avec eux en anglais, vous allez trouver que est-ce que celui-là qui enseigne anglais dans son école, dans son établissement, comment il évalue les élèves, comment il connaît le niveau des élèves, parce que lui-même, moi je vois sa carence et tout. Donc au niveau aussi du corps professoral, il nous faut faire un grand travail de mise à niveau pédagogique, comme vous l'avez dit. Il y a IFM qui est là pour ça, mais là aussi on a l'impression que parce qu'aujourd'hui le corps professoral mal payé, les gens n'aiment pas. Ceux qui vont là-bas, c'est parce qu'il y a rien qu'ils vont là-bas. Sinon les gens n'aiment pas. Cela n'est pas forcément suffisant. En réalité, il y a également la création et les critères de création de ces écoles. Des écoles, exactement. Ça aussi c'est pas encadré, c'est pas très encadré, parce que on a vu que le ministère sous DDU, ils avaient fait une évaluation. Il y a eu beaucoup d'écoles qui n'avaient pas de permission et qui étaient là, qui fonctionnaient sans permission de l'État. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Et n'importe qui enseigne dans ces écoles. Exactement. Donc aujourd'hui, il faut voir vraiment ce côté papier, ce côté, comment on dit ça, administratif, pour que les élèves, les écoles, les enseignants soient au niveau. Oui, mais je crois que sur cette question, l'OCLEI a fait un rapport vraiment édifiant. Exactement. Qui pourrait aider les autorités qu'on a avancé rapidement sur la question. Alors, chers téléspectateurs, ainsi se referme notre débat. Merci de nous avoir suivis. Nos invités étaient Brahma Soulo, journaliste, correspondant des médias au Mali, Albert Maïga, journaliste, directeur de publication de Azalaï Express. Prenez soin de vous. D'ici là, que Dieu bénisse le Mali. Au revoir et à très bientôt.